Lundi, je vous parlais de l'aspect scolaire, en particulier du discours d'Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron avait insisté sur cette dimension et avait beaucoup communiqué dans les jours qui suivaient. Je voudrais évoquer aujourd'hui rapidement un autre point, qui est la question du financement du culte, puisque Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur ce dernier volet en disant qu'il fallait aider l'islam à se structurer et aussi donc à avoir pour cela des financements autonomes. Déjà, on entend souvent cette litanie qui est de dire « Ah, il y a un problème avec l'islam, c'est que l'islam est une religion qui n'a pas de clergé, donc c'est très difficile pour l'islam de s'organiser. » Alors déjà, tous les islams ne sont pas dans la même situation puisque l'islam chiite a un clergé. Et pour tout vous dire, si c'est pour avoir un clergé comme les chiites du Hezbollah ou de Téhéran, je me passerais très bien du clergé chiite. Donc la problématique n'est absolument pas qu'en islam majoritaire, dans l'islam sunnite, il n'y ait pas de clergé. Le judaïsme non plus n'a pas de clergé. Et pour autant, le judaïsme est une religion qui a su s'organiser, pas seulement dans la République où elle a été un petit peu forcée à un moment donné par Napoléon, j'y reviendrai en 1808. On n'a pas tordu le bras d'ailleurs aux rabbins, ils l'ont fait de bon gré et je vous expliquerai pourquoi. Mais dans d'autres pays, les juifs, où il n'y avait pas forcément un cadre laïque et un pouvoir napoléonien pour les obliger à s'organiser, le judaïsme s'est très bien organisé et pourtant, dans le judaïsme, il n'y a pas de clergé. Les rabbins sont comme les imams, ce sont des chefs de communauté et ils n'ont pas il n'y a pas de structure cléricale. Donc, la question de savoir, pas de clergé, donc difficile de se structurer, ce n'est pas vrai. Si les musulmans veulent se structurer, ils le peuvent. Ce n'est absolument pas cela qui fait obstacle. On se félicite, comme je l'ai déjà dit, que l'approche concordataire ait été finalement retoquée par le président de la République. J'y vois là l'échec de l'AMIF, l'Association des musulmans pour l'islam de France, représentée par le duo Hakim El Karoui, Tarek Obrou, actuel recteur de la mosquée de Bordeaux et ancien frère musulman. Hakim El Karoui, lui, évidemment, n'est absolument pas un frère musulman, il est juste un banquier, puisque c'était un des collègues de Emmanuel Macron à la Banque Rothschild, également avec lui membre des Young Leaders, donc ils se connaissent, ils se fréquentent depuis de nombreuses années dans des cercles de pouvoir. Donc, Hakim El Karoui, avec son bras armé qu'est l'Institut Montaigne, puisque Hakim El Karoui n'a cessé de produire des rapports auprès de l'Institut Montaigne depuis des années pour nous expliquer comment il fallait structurer l'islam de France, comment il fallait favoriser la langue arabe à l'école, comment il fallait organiser le financement du Hajj, c'est-à-dire du pèlerinage, comment il fallait financer le marché du halal. Hakim El Karoui a véritablement l'intention de faire une OPA sur l'islam de France. Il a l'intention d'être le grand financier de l'islam. Le problème, c'est que la MIF, c'est à peine 30 membres. Alors 30 membres parisiens ou bien très insérés dans une certaine grande bourgeoisie franco-arabe ou franco-maghrébine. Néanmoins, M. Hakim El Karoui ne représente en rien les musulmans de France. Et de ce point de vue, on pourrait dire que le CFCM, le Conseil français du culte musulman, même si sa représentativité pose encore un certain nombre de problèmes parce que les modalités de scrutin des élections pour élire le bureau du CFCM sont encore assez bancales. Néanmoins, entre la MIF et le CFCM, le plus représentatif des deux, ça reste quand même le CFCM. Donc le CFCM, créé en 2003 sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui est mis devant sa responsabilité par Emmanuel Macron et c'est très bien. Il ne faut pas croire que l'État est resté impuissant pendant des années à aider l'islam à se structurer. Parce que là aussi, on entend beaucoup d'âneries. Les gens disent oui, on ne fait rien pour les musulmans ne sont pas aidés. Ce n'est pas vrai. Depuis les années 90, il y a eu au moins 3 ministres de l'Intérieur puisqu'ils sont aussi ministres des cultes, qui se sont tirés les cheveux pour essayer de forcer ces instances musulmanes à se structurer. Joxe, Pasqua et surtout Chevènement, qui dans les années 90 a vraiment essayé à un moment donné, on était à 2 doigts d'y arriver, et puis il y a eu l'échec en particulier parce que sur l'apostasie, les représentants musulmans ne voulaient pas céder, et pour Chevènement, c'était un problème que les musulmans ne veuillent pas renoncer à cette dimension pécheresse de l'apostasie. Donc quand Nicolas Sarkozy est arrivé, il a finalement fini de régler la situation que Jean-Pierre Chevènement avait posée pour l'organisation de l'islam de France. Donc là, Emmanuel Macron met le Conseil français du culte musulman au pied du mur et leur dit « c'est à vous de vous organiser ». Parce que cette instance ne doit plus effectivement être entre les mains des pays d'origine.
la plupart aujourd'hui des dirigeants du CFCM sont encore des musulmans nés à l'étranger, hein, ce sont encore des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Turcs, bon. Mais avec les années, on peut espérer que montera effectivement une nouvelle génération au sein du CFCM et qui seront des Français, des natifs, des musulmans natifs de France. En revanche, annoncer la fin de l'islam consulaire est une très bonne chose. Il faut en finir avec l'islam colonial. En effet, la France n'a plus besoin de recevoir de ces pays, ex-colonies, des imams et des psalmodieurs à différents moments de l'année. Tout ça parce que nous n'arrivons pas à former en France des imams républicains, ou en tout cas des imams qui soient à la fois bons connaisseurs de la République française, de la connaissance de la culture française, et qui soient aussi des bons locuteurs de la langue française. Pour autant, il y a en France des formations d'imams depuis les années 90 qui sont fort douteuses. Parce que quand le président de la République dit « en France, on ne forme pas d'imams », mais si, monsieur le président de la République, on forme des imams et on forme même des imams islamistes. Et la République française ne fait rien. C'est l'IESH, l'Institut européen des sciences humaines. C'est fait exprès, l'acronyme ne veut rien dire, hein, Institut européen des sciences humaines. C'est en réalité une école de formation située à Château-Chinon avec une autre branche en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis même, qui est dirigée par l'UOIF depuis 1992. Et depuis 1992, des centaines d'imams européens, mais donc aussi français, ont été formés par l'UOIF, par les islamistes, par les frères musulmans, dans ce centre de formation, qui a été notamment inauguré par Al-Qaradawi, hein, donc on fait rarement plus progressiste. Donc là, pourquoi est-ce que la République française, depuis 1992, n'a pas mis tout en jeu pour fermer ces centres de formation d'imams islamistes sur notre territoire, tout en continuant à faire fonctionner l'islam consulaire. Donc on le voit, il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas le reflet de la réalité, mais il y avait une non-volonté de se confronter à l'UOIF. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy, et ça avait été sa grande faiblesse, avait pensé qu'en intégrant l'UOIF dans le CFCM en 2003, on allait phagocyter les islamistes parce qu'on allait les embourgeoiser dans une structure qui allait ressembler un petit peu au consistoire de France. Mais non, on ne les a pas du tout embourgeoisés. Au contraire, on a permis de faire entrer le serpent des frères musulmans à l'intérieur même d'une structure qui était déjà affaiblie, qui était la structure du Conseil français du culte musulman, qui était très liée justement à cet islam consulaire. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on va véritablement fermer le robinet de l'UOIF, appelé désormais Musulmans de France. Ils ont déjà dû prendre un certain recul parce qu'ils ont perdu un certain nombre d'élections représentatives, mais il faut plus encore les mettre à l'écart, et notamment à l'intérieur de la MIF. M. El Karoui essaie d'y recycler un certain nombre d'anciens frères musulmans. Il faut donc tenir la MIF à l'écart et uniquement essayer de soutenir ce CFCM avec aujourd'hui un président du CFCM qui tient des propos tout à fait compatibles avec la République et qui, à mon avis, place les musulmans de France sur la bonne voie. À savoir M. Chamseddine Hafiz. Bon, par ailleurs, cette question du financement, alors le président de la République et le ministre Darmanin nous expliquent qu'on va inciter les mosquées, les associations musulmanes, majoritairement aujourd'hui sous le régime de la loi de 1901, on va les encourager, donc les associations culturelles, on va les encourager à se mettre sous le régime de la loi de 1905, c'est-à-dire des associations cultuelles, parce que là, elles auront un certain nombre d'arrangements fiscaux qui leur permettront de défiscaliser les dons notamment. Mais là encore, si des gens ont envie des associations qui mélangent du culturel et du cultuel ont envie de la structure de la loi de 1901, quelles vont être les modalités d'incitation du gouvernement pour les faire passer en loi 1905. On se demande pourquoi aujourd'hui plus de 80% des associations musulmanes qui s'occupent du culte sont en loi 1901. C'est bien qu'ils y ont un intérêt, qui n'est pas que l'intérêt du financement. Donc là encore, le gouvernement s'arrête à mi-chemin. La question n'est pas tant le régime 1901 ou le régime 1905, la question c'est quels sont les moyens de l'État de contrôler. Que ce soit une association loi 1905 ou loi 1901, normalement l'État est là pour contrôler et faire un petit peu le ménage quand il y a des gens qui abusent d'une structure légale, à savoir la loi de 1901, pour permettre des financements étrangers. Et là, c'est en cela que cette question du financement autonome de l'islam de France se pose. Il y a une manne qui est réelle, qui est la manne du marché du halal en France. La halalisation de la culture musulmane est un fait. C'est devenu une mode, la mode de la nourriture halal.
il y a une possibilité, effectivement, à travers la taxe halal, de financer le culte. Financer les lieux de culte, leur entretien, financer la rémunération correcte aussi des imams, et je ne parle pas que des imams, je pense aussi aux aumôniers, parce que la prison est quelque chose qui est resté complètement en dehors du discours, et pourtant c'est le principal lieu aujourd'hui d'entrisme islamiste, c'est les prisons. Donc des aumôniers musulmans dûment formés, bien rémunérés, ce serait peut-être mieux dans les prisons que de laisser les détenus aux mains des islamistes qui sont eux-mêmes détenus dans les prisons. La France, les musulmans français ont un modèle qui fonctionne très bien en France, qui s'appelle le système du Beddin, c'est-à-dire le Beddin, c'est le prélèvement de la taxe sur la cacheroute, donc ça concerne les juifs. Comment s'est organisé ce prélèvement? Le Beddin de Paris prélève une taxe sur le kilo de viande, qui est une taxe très élevée. C'est pourquoi la viande cachère est très chère, ce n'est pas parce qu'elle est de meilleure qualité, c'est parce que la taxe est très élevée. Ce qui veut donc dire aussi que la pratique religieuse en France, pour les juifs pratiquants, qui sont parfois des gens modestes, dans les familles nombreuses, notamment les ultra-orthodoxes, ça coûte très cher de manger cachère parce que la taxe est très élevée. Et c'est cette taxe qui permet, qui est collectée par le consistoire central et qui va donc servir à l'entretien du culte. Cette taxe du Beddin, le Beddin de Paris en a le quasi-monopole. Et ce quasi-monopole, il est garanti par le ministère de l'Intérieur et du Culte et le ministère de l'Agriculture. Donc vous voyez, là aussi, les structures légales, elles existent. On pourrait faire exactement la même chose dans l'islam. Le problème, c'est que l'État, dans les années 90, a donné à 3 mosquées différentes les possibilités de labellisation, de taxation de la viande halal, et qu'aujourd'hui, recentraliser tout ça, notamment à travers une seule commission au sein du CFCM, ça pose problème parce qu'il y a déjà des habitudes qui ont été prises, c'est-à-dire des habitudes d'un éclatement de ce marché du halal et de ce marché de la certification et de la taxe halal. Ce qu'il faut effectivement, ce n'est pas du jacobinisme, mais il faut à un moment donné effectivement qu'il y ait une centralité du prélèvement de la taxe cultuelle à l'image donc de ce qui est fait pour le Beddin de Paris. Et croyez-moi, la taxe sur le Beddin sert bien à alimenter les caisses du consistoire central et à entretenir le culte en France. Bon. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de situations qui favorisent l'organisation de l'islam en France. Il faut pour cela que l'État soit aux côtés des représentants musulmans, que le ménage soit fait au sein de ces représentants pour en exclure les islamistes et en exclure aussi les frères musulmans défroqués. Cela, il faut les exclure. Et sur le modèle de ce qui se fait dans le judaïsme, le consistoire central, le Beddin, on pourrait aussi parler du séminaire rabbinique parce que depuis 1829, c'est-à-dire sous le règne de Charles X, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a un séminaire rabbinique, c'est-à-dire que les rabbins sont formés en France à travers une institution qui permet une formation franco-française des rabbins qui vont ensuite exercer leur magistère et leur ministère en France. Tout cela, donc, les musulmans peuvent prendre modèle sur le judaïsme avec leur propre spécificité, mais il y a déjà là un cadre d'une religion qui, dans sa structuration, dans la façon dont elle s'organise, a des ressemblances avec l'islam et peut donc servir de modèle. Il ne faudrait pas pour autant que ce soit le grand rabbin de France qui vienne tenir par la main les musulmans, ils sont capables de se débrouiller tout seuls, mais en tout cas ça montre qu'une communauté religieuse a pu s'organiser en France, que l'État l'a accompagné pour le faire, que l'État continue de l'accompagner pour le faire à travers, je l'ai expliqué, donc cette garantie de la taxation pour la cacheroute. La même chose peut se faire pour la taxation halal et il faut pour cela donc centraliser entre les mains du CFCM pour que le CFCM soit l'unique interlocuteur et tous les autres acteurs qui veulent participer à l'islam de France doivent entrer dans le CFCM et non pas rester à l'extérieur pour essayer de continuer à semer la zizanie. Je pense à Marwan Mohammad, je pense à Hakim El Karoui, je pense à Khaled Bencher avec la Fondation pour l'Islam de France qui lui ne trouve pas de problème à continuer à s'acoquiner avec la Ligue islamique mondiale. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui encore un monde éclaté dans l'islam de France, mais que le président de la République a nommé un interlocuteur qui est le CFCM. Il faut maintenant donner les moyens au CFCM de s'organiser et de prendre modèle sur les structures existantes
pour qu'enfin les musulmans de France soient véritablement des Français musulmans, c'est-à-dire une religion comme une autre dans ce pays, où il n'y aurait plus cette suspicion permanente d'être dirigé par des islamistes.